Dans le nord-est de la France, il est un territoire qui semble reclus. Un pays de plateaux, de collines et de forêts épaisses. Un territoire discret, mais profondément marqué par l'histoire. Le pays de Bitche. Sous ces paysages paisibles se cache l'un des systèmes défensifs les plus puissants jamais construits en Europe. La ligne Maginot. Des kilomètres de galeries, des blocs faits de béton et d'acier avaient été édifiés entre les deux guerres mondiales. Aujourd'hui encore, au détour d'un sentier forestier, surgissent de la terre des masses sombres et silencieuses, telles des sentinelles figées dans le temps. Elles portent pour certains d'entre elles des traces de l'oubli, pour d'autres les cicatrices de la guerre. Si la défaite du printemps 1940 semblait marquer le début d'une retraite précoce, la fin de l'année 1944 allait sortir de leur torpeur ces géants de béton et d'acier. Longtemps éloignés du théâtre de la guerre, les forteresses de la ligne Maginot reprennent soudain un rôle majeur, mais cette fois-ci pour la défense du Troisième Reich face à l'avancée des troupes alliées. Aux abords de ces ouvrages, la libération a un prix. De jeunes soldats engagés dans ce dernier affrontement en terre lorraine, ils laissèrent leur vie. Les façades éventrées que l'on observe encore aujourd'hui ne sont pas de simples ruines. Elles sont le témoin muet de combats acharnés menés pour permettre au pays de Bitche de retrouver sa liberté après 4 années d'annexion. Aujourd'hui, nous allons vous faire revivre cette histoire méconnue. « 30 juin 1940, une estafette française emprunte les routes en direction du camp Bitche. Les troupes de forteresse attendent, patiemment alignées, une délégation française menée par le colonel Mariot. Ce dernier apporte les ordres de la commission d'armistice. Les fières fortifications de la ligne Maginot, pourtant invaincues, devront être remises intactes aux autorités militaires allemandes. Quant aux troupes de forteresse, elles prendront le chemin de la captivité. La stupéfaction est totale, mais la résignation est la seule issue. Dans les premiers jours de juillet 1940, les électromécaniciens français sont contraints de former les troupes allemandes au fonctionnement des installations. Je suis le sapeur Jungmann du 1er génie. Le jour où les Allemands ont investi l'ouvrage, une équipe d'entretien provisoire a été formée sous la direction de l'adjudant Branchereau, sous-officier spécialiste. Si la plupart restaient corrects, certains Allemands étaient très arrogants. Visitant l'intendance lundi en très bon français, voilà d'excellents chiffons pour la Wehrmacht, en voyant nos uniformes inutilisés. On serrait les dents. Un soir, alors que nos geôliers fêtaient les tragiques événements de Mers-el-Kébir, célébrés par Radio Stuttgart, avec les bonnes bouteilles restées aux cuisines, Branchereau nous a convoqués dans son bureau, une petite pièce carrée de 3 mètres sur 3, fixée dans ma mémoire pour m'y être rendu à de nombreuses reprises durant la drôle de guerre. Une table, un lit et surtout de belles enluminures qu'il avait peintes pendant l'hiver 39-40. Il se refusait à rendre l'ouvrage intact. Il cherchait des hommes de confiance. Aucun ne fit défaut. Les tâches de chacun furent réparties et on s'est tristement descendu à Martel en chantant la Marseillaise devant le navire de guerre, un croiseur je crois, dessiné sur le béton, pensant à nos infortunés camarades. Pendant environ 1 mois, nous avons dissimulé tout ce que nous avons pu. Armes de poing démontées et jetées dans les fosses chimiques, optiques rayées, percuteurs des mitrailleuses démontés, pièces de rechange des moteurs et double des clés martelées,
regroupement des tenues dont nous n'avions plus l'utilité dans un trou d'obus rebouché à la hâte, etc. Fin août, Raus, direction Beach, où l'équipe a été séparée. Les Mosellans ont été libérés pour servir plus tard sur le front russe. Les autres ont rejoint le reste de l'équipage en stalag. Dès l'été 1940, l'Allemagne nazie, victorieuse, exhibe sa prise de guerre. La ligne Maginot devient une attraction touristique. Les gros ouvrages du Simserov et du Schiessek accueillent les autocars de la Wehrmacht. Les soldats allemands empruntent les galeries des ouvrages, ça donne à des séances de photographie devant ces puissantes forteresses. Même le Feldmaréchal Göring vient à Beach et visite le Schiessek, le 5 décembre 1940. La ligne Maginot reste un géant invaincu. À l'exception de quelques ouvrages isolés, les colosses de béton ont tenu bon. Pour l'armée allemande, ce rempart est une frustration. Ils l'ont contourné, mais ils n'ont pas réussi à le briser par la force. L'histoire ne peut pas en rester là. À l'automne 1940, la guerre change de visage. Le village d'Arronnes devient le théâtre d'une étrange mise en scène. Les soldats ne cherchent plus la victoire, mais l'image de la victoire. Les compagnies de propagande du Troisième Reich investissent les lieux. Leur mission, prouver au monde que rien ne résiste à la Wehrmacht. Le village est vidé. Sous l'œil des caméras, la casemate d'Arronnes Nord-Est subit un déluge de feu programmé. On filme les impacts, on chorégraphie les assauts, on exalte la puissance de l'artillerie. Ce n'est plus une bataille, c'est une production. En 1941, le film Sieg im Westen envahit les écrans. Le montage est habile, il salue la bravoure des Français pour mieux glorifier le génie allemand, qui en est venu à bout. La propagande a réussi son pari. Transformer une impasse stratégique en un triomphe cinématographique. 1941, la France est occupée. Ce mur de béton n'est plus un obstacle, mais une opportunité. Conscients de la valeur de ces forteresses, les ingénieurs du Troisième Reich envisagent l'intégration de la ligne Maginot à leur propre système de défense, le Westwall. Une section d'études composée d'officiers de génie est spécialement créée par les Allemands. Leur mission, le retournement de la ligne Maginot. Il s'agit de modifier la configuration des ouvrages pour que leurs armes pointent non plus vers l'Allemagne, mais vers la France. Le Simserov, l'ouvrage le plus puissant du secteur de Beach, devient une des pièces maîtresses du dispositif allemand. Dans l'esprit des stratèges du Troisième Reich, ces canons ne doivent plus protéger la Lorraine, mais verrouiller l'accès aux villes de Pirmasens et de Zweibrücken, et entrer en action contre une éventuelle contre-offensive alliée venant des Vosges. Le début de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, change la donne. La guerre à l'Est est gourmande en ressources et en hommes. Conséquence immédiate de ce tournant de la guerre, le retournement de la ligne Maginot reste à l'état de projet. La ligne Maginot entre dans une étrange léthargie. Elle n'est plus le puissant rempart vanté par les médias de la fin des années 30, mais un immense complexe de stockage souterrain. Les entrailles des forteresses du Pays de Beach servent de base logistique. Le Simserov subit une reconversion singulière. Ces profondes galeries, conçues pour abriter des milliers d'obus, accueillent désormais des torpilles, armes essentielles à la guerre navale. Pendant ce temps, des civils sont réquisitionnés pour l'entretien des petits ouvrages. Surveillés par l'occupant, on nettoie, on graisse, on maintient en état. Sur le front oriental, la machine de guerre allemande se grippe. Le doute s'installe. Pour se prémunir de l'ouverture d'un second front à l'ouest, l'organisation Todt est chargée de fortifier les côtes, de la Norvège à l'Espagne. Le mur de l'Atlantique est né. Commence alors un véritable pillage organisé de la ligne Maginot. Les Allemands démontent l'armement, vident les stocks de munitions et arrachent les rails des réseaux anti-chars. Le fer et l'acier de la ligne Maginot partent vers l'ouest. Hitler en est convaincu. Ce chapelet de béton rend le continent imprenable. « 6 juin 1944.
l'aube se lève sur une Europe occupée. Guidés par les rapports précis de la résistance française, les troupes alliées percent le mur de l'Atlantique, submergent en quelques heures le puissant mur allemand et s'engouffrent dans les terres normandes. La libération du continent européen est lancée. L'été 1944 est celui de tous les espoirs. Les cartes se colorent de bleu, blanc et rouge au rythme des colonnes alliées. Paris se soulève et recouvre sa liberté en août. À partir de septembre 1944, alors que les Alliés atteignent la Lorraine, un nouveau défi est lancé aux stratèges américains. Percer la ligne Maginot afin de porter le combat au cœur du Troisième Reich. Une question hante les états-majors. Après avoir réduit au silence ce mur de l'Atlantique, comment se comportera la ligne Maginot face aux assauts alliés ? Devant Metz et Thionville, la 3e armée du général Patton fait face à une situation inattendue. Les troupes allemandes se sont terrées dans les forts de la ceinture fortifiée du XIXe siècle ou dans les fortifications de la ligne Maginot. Patton, pourtant adepte de la guerre de mouvement, est contraint à une guerre de siège. Le 19 novembre, les Alliés doivent déployer des moyens colossaux pour réduire au silence l'ouvrage du Hackenberg, le géant de la ligne Maginot. Cette victoire est amère, elle a coûté du temps, des hommes et elle a brisé l'élan américain. Mais l'expérience est instructive. Les services de renseignement sont formels. La ligne Maginot, qui barre la route de Bitche, est aussi redoutable, sinon plus, que celle de la région de Metz-Thionville. Face à la progression foudroyante des Alliés, l'état-major allemand joue sa dernière carte défensive. Les ingénieurs de la Wehrmacht reçoivent l'ordre de réinvestir les forteresses qu'ils avaient pourtant abondamment pillées. Le pays de Bitche redevient une zone de guerre prioritaire. La ligne Maginot sort de son sommeil et est mise en état de défense. Les Allemands connaissent la valeur de ces positions fortifiées qui vont leur servir à freiner la progression alliée. Ils savent que le terrain accidenté du pays de Bitche, avec ses forêts denses et ses vallées encaissées, est leur meilleur allié. À Bitche, l'état-major allemand confie une mission cruciale à l'Oberlieutenant Zücka, de la 25e Panzergrenadier Division. Son rôle, coordonner les efforts des hommes du major Klikart, retranchés dans les 4 forteresses du Grand Eukirkel, de Lauterbill, du Schissek et du Simserov, afin de tenir la ville de Bitche et stopper toute progression alliée en direction de l'Allemagne. Les Allemands y ont accumulé d'importants stocks de munitions. Derrière les épais murs de béton armé, à l'abri des tirs ennemis, les troupes allemandes possèdent un avantage tactique majeur, d'autant plus que les conditions hivernales n'offrent aucun avantage aux troupes alliées. Des pluies torrentielles transforment les routes de Lorraine en rivières de boue, paralysant la logistique alliée. Les nuages bas clouent l'aviation au sol, privant les Américains de leur supériorité aérienne. La logistique s'étire, les hommes grelottent. Et face à eux, silencieuse et menaçante, la ligne Maginot attend le choc dans la brume de décembre. La méfiance remplace la précipitation. Plus question d'espérer une percée fulgurante vers l'Allemagne avant la fin de l'année 1944. Les officiers élaborent des plans d'attaque minutieux, conscients que chaque casemate, chaque bloc de combat devra être conquis au prix d'un effort important. Début décembre 1944, après la prise de Sarre-Union, l'étau se resserre sur le pays de Bitche. À l'approche des premières troupes américaines, la ligne Maginot entre en action, les obligeant à riposter. À Petit-Réderchin, le 11 décembre, les hommes de la 693e Field Artillery Battalion engagent un duel d'artillerie. Avant de lancer l'assaut contre la muraille de France, une autre bataille se joue, celle de l'information. Les Américains interrogent la population locale, les civils du pays de Bitche connaissent les fortifications de la région, puisque bon nombre d'entre eux ont participé à sa construction dans les années 1930. Les bâtisseurs livrent les secrets de leur forteresse aux libérateurs pour mieux en chasser l'occupant. Tout est désormais en place. D'un côté les Alliés, déterminés à sonner un coup décisif aux occupants allemands. De l'autre, les Allemands retranchés dans de puissantes forteresses qui sont prêts à défendre jusqu'au bout, pour préserver le Troisième Reich d'une fin prématurée. Le destin de la ligne Maginot est cruel. Contrainte à la reddition en 1940, elle va enfin pouvoir démontrer sa valeur militaire. Le décor est planté pour l'un des derniers actes de la Seconde Guerre mondiale
en Lorraine. Décembre 1944. La progression de la 26e division d'infanterie, les célèbres Yankees se poursuit vers la frontière allemande. Le paysage lorrain, figé dans le gel, devient le théâtre d'une vaste concentration de forces. Du 6 au 9 décembre, dans la boue glacée de Kalhausen et dans les ruelles d'Étain, les hommes de la Yankee Division préparent l'assaut contre la position fortifiée d'Arronne. Le secteur, très vallonné, est défendu par l'ouvrage du Haut-Poirier, soutenu par 5 casemates isolées. « 9 décembre 1944. Le silence de l'hiver lorrain est rompu. L'artillerie de campagne américaine déchaîne un enfer de fer et de feu sur les fortifications de la ligne Maginot pendant 30 minutes. Un rideau de poussière et de fumée enveloppe la crête d'Arronne. Chaque mètre carré de la position est labouré par les obus. L'aviation alliée entre alors dans la partie. 5 escadrons de bombardiers du 12e Tactical Air Command s'abattent sur les lignes allemandes dans un fracas assourdissant. Ils mitraillent et bombardent les entrées, les créneaux et les créneaux de barbelés. Si les fortifications de la ligne Maginot ne subissent que des dommages superficiels, il n'en est pas de même pour les défenseurs allemands restés à découvert dans les tranchées qui serpentent autour des blocs. 10h du matin, soudain, le silence retombe sur le champ de bataille, plus terrifiant encore que le fracas des canons. C'est alors que, sortant de leur position, les fantassins de la 26e division d'infanterie tentent de neutraliser l'ouvrage du Haut-Poirier et les casemates qui verrouillent Arronne. Les défenseurs allemands sont peu nombreux, mais bien protégés par le béton de leur forteresse. Pour les déloger, les Américains utilisent des grenades au phosphore. Jetées dans les orifices de ventilation et les embrasures, elles saturent l'air et d'une fumée suffocante et d'une chaleur insupportable. Les casemates nord-ouest, nord et nord-est tombent les unes après les autres. Le Haut-Poirier résiste. C'est alors qu'intervient le major Léon Glading, commandant du 1er bataillon. Il décide de mener l'attaque à la tête d'un petit groupe de 5 soldats. Progressant en terrain découvert, il parvient à approcher de l'ouvrage, 900 mètres environ, mais le feu nourri du Haut-Poirier cloue le groupe de soldats américains au sol. Dans un élan de bravoure, Glading s'élance avec 4 volontaires sous la mitraille. Ils atteignent les murs de la fortification. Une grenade au phosphore est lancée avec précision dans l'un des blocs de combat. L'effet est immédiat. À l'intérieur, l'air devient irrespirable, la panique s'installe. Un officier et 19 soldats sortent les mains levées. Le Haut-Poirier a capitulé. Alors que le Haut-Poirier est pris à partie, le 328e régiment d'infanterie s'attaque aux casemates du Grand Bois et de Vitrin. La compagnie K assiste au bombardement au napalm de la casemate de Vitrin par des chasseurs bombardiers américains. Un char américain s'avance alors vers la casemate et parvient à percer la façade et à réduire au silence une cloche pour armes mixtes. Mais la casemate résiste toujours. C'est alors que la découverte de dynamite sur un pont de Vitrin offre une solution aux Américains. Les fantassins s'emparent de ces explosifs et se ruent vers la casemate sous le feu nourri des occupants allemands. Ils parviennent à plaquer la dynamite contre la porte blindée. L'explosion secoue la terre, mais la casemate tient bon. La nuit tombe sur Vitrin. Et la porte, bien que déformée, reste scellée. Le lendemain, 10 décembre 1944, les Américains déterminés placent une charge de 100 kg d'explosifs contre l'entrée. L'explosion pulvérise la porte blindée, projetant des éclats de métal à l'intérieur, entraînant l'embrasement des stocks de munitions. Les 30 défenseurs totalement sonnés finissent par se rendre. La casemate de Vitrin a cessé de combattre. La compagnie L, quant à elle, s'attaque à la casemate du Grand Bois. La progression est difficile en raison du réseau de barbelés à l'avant de la casemate. Alors que la nuit tombe, les pionniers américains tentent de se frayer un chemin vers la fortification en cisaillant le barbelé. Mais à l'aube, la tâche n'étant pas achevée, la compagnie se replie dans la forêt voisine. Les défenseurs allemands, réalisant qu'ils sont sur le point d'être encerclés, préfèrent abandonner la position à la faveur de l'obscurité. Avec la chute des fortifications sur les hauteurs d'Arronne, les premières tentatives alliées menées contre la ligne Maginot sont un succès. La guerre de mouvement reprend. Dès le 9 décembre au soir,
le lieutenant-colonel Montgomery Meigs reçoit l'ordre de foncer vers le nord de Robacley Beach et de soumettre la ligne Maginot dans ce secteur. Les chars Sherman du 23e bataillon de chars s'élancent le lendemain depuis Benin, mais la route est un enfer. Au Sinnersberg, la progression est freinée par des champs de mines cachés par la neige et par le feu chirurgical de la 11e Panzerdivision. La détermination des Hellcats a raison des résistances allemandes. Vers 15 h, les Américains atteignent l'ouvrage de Rohrbach, abandonné par les Allemands. Les Américains se serviront de l'ouvrage comme poste de commandement pour mener leurs opérations en direction de la frontière. À proximité de Beach, les troupes américaines de la 44e et 100e division d'infanterie font face aux Simserov et aux Chisek. La tactique consiste à aveugler les observateurs qui y sont retranchés, briser l'action des tourelles sous un déluge de feu et d'acier, et enfin forcer les entrées au corps à corps. Le 6 décembre, le silence beachois est rompu. Le Chisek tonne le premier, réveillant la vallée, suivi par le Simserov le lendemain. Mais ces machines de guerre, privées d'un entretien rigoureux, souffrent. Au Simserov, une tourelle de 75 mm est victime d'une explosion, blessant les servants allemands. L'artillerie américaine riposte au tir des forteresses, transformant le paysage en un champ de cratères lunaires où chaque arbre est déchiqueté. Le 13 décembre 1944, l'assaut général est lancé. Le Simserov, avec ses 10 blocs de combat et ses kilomètres de galeries, est un obstacle de taille pour le 71e régiment d'infanterie. Le 14 décembre 1944, l'attaque débute. Des sections d'assaut, appuyées par les hommes du 63e Engineers Regiment, progressent sous un feu nourri. Leur tâche est périlleuse. Placer des charges explosives dans les entrées, les puits et les conduits de ventilation de l'ouvrage. Des lance-flammes et des grenades fumigènes sont utilisées pour tenter de déloger les défenseurs allemands. Pendant 2 jours, l'artillerie américaine pilonne les blocs de l'ouvrage, endommageant les façades et les embrasures des blocs 1, 5 et 6, et mettant hors d'usage des canons. 78 sorties de chasseurs bombardiers P-47 larguent plus de 2 tonnes de bombes sur les façades du Simserov. 8 soldats allemands sont blessés au cours de cette attaque, mais la forteresse résiste. Ces épais murs absorbent les impacts. Les bombes explosent souvent sans effet décisif. Un sous-officier du 71e régiment d'infanterie rapporte. On voyait nos obus de 240 mm frapper les dômes en acier du Simserov. Ils ne faisaient que rebondir dans le ciel comme des balles de ping-pong. On avait l'impression de jeter des cailloux sur une cloche d'église. Les Allemands n'avaient même pas besoin de sortir. Ils restaient en bas, au chaud, et attendaient que nos gars s'approchent à découvert. Le 15 décembre, la tourelle de 135 mm à court de munitions cesse le feu. Peu après, un obus de 240 mm détruit ces 2 canons. Les blocs 1 et 5, dont les façades sont percées, sont évacués. L'ouvrage se retrouve privé de défense périphérique et menacé d'encerclement. Le 16 décembre, les troupes américaines atteignent l'entrée des munitions. La grille est détruite à l'explosif. Les blindés progressent jusqu'à la place d'armes. Incapables d'utiliser leurs pièces anti-chars, les défenseurs gagnent les entrailles du Simserov. Les cloches de l'entrée des hommes sont neutralisées. Une charge de TNT placée dans les puits détruit la machinerie, plongeant l'ouvrage dans l'obscurité et stoppant la ventilation. Les bulldozers américains comblent les prises d'air et les échappements des groupes électrogènes, tandis que les cloches de guet sont dynamitées. Le 17 décembre, le ciel se dégage. Les chasseurs bombardiers de la 12e Tactical Air Force reprennent leurs attaques. Dans la nuit, le 749e Tank Battalion se positionne près du bloc 5. Le 18 décembre, à 11 h, les chars ouvrent le feu. Les canons de 75 mm du bloc 5, pris dans leur angle mort, ne peuvent riposter. À 15 h, les 3 pièces sont neutralisées. 1 heure plus tard, l'infanterie s'empare du bloc, capturant 15 soldats allemands. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, la décision est prise côté allemand. La garnison sabote les installations, dynamite la machinerie, puis évacue le Simserov par l'issue de secours du bloc 4. Ce même jour, des éléments du 3e bataillon ont entrepris la prise du poste d'observation du Freudenberg.
En raison de son vaste champ d'observation, le tir de plusieurs batteries de la ligne Maginot pouvait être dirigé depuis ce poste. Le 19 décembre au matin, les 1er et 3e bataillons du 71e régiment d'infanterie lancent l'assaut final. Un soldat américain rapporte. On est descendu dans le noir car les Allemands avaient coupé les générateurs. Il y avait cette odeur de renfermé, de graisse et de poudre brûlée. On avançait dans les galeries principales, larges comme des rues, où circulaient autrefois des petits trains électriques. Chaque bruit de pas résonnait sur des centaines de mètres. On lançait des grenades au phosphore dans chaque pièce latérale avant d'entrer. C'était une traque silencieuse sous des tonnes de béton. L'opération a coûté aux forces américaines 25 morts et 185 blessés. Malgré les pertes élevées, l'action reste un succès. Grâce notamment à l'action du sergent-chef Donald B. Harris, qui se porta volontaire pour diriger une patrouille de nuit afin de déterminer l'étendue des réseaux de barbelés sur l'axe d'attaque de son bataillon. Un autre exemple de l'ampleur des patrouilles autour du Simserov est l'action du premier lieutenant Cecil C. Hunt. Le lieutenant accepta la mission périlleuse de reconnaître la zone autour du bloc 5 et de percer un passage à travers les barbelés de protection. Il s'avança jusqu'au fort et grimpa sur certaines tourelles, étudiant de près les embrasures pour déterminer le type d'armes susceptibles d'être rencontrées. Après la prise du Simserov, les Américains entreprennent de le rendre définitivement inutilisable. Les portes sont dynamitées, les puits scellés, les tourelles détruites et les canons rendus irréparables. La chute du Simserov marque une étape clé dans la réduction des fortifications de Bitch. Le 14 décembre 1944, une mission est également confiée à la compagnie I. Son objectif, la ferme de Freudenberg, une position solidement tenue par les Allemands à environ 750 mètres des lignes américaines. Les soldats doivent progresser sur près d'1,5 km à travers plusieurs positions de la ligne Maginot, retourner contre les Alliés sous un bombardement d'artillerie précis et constant. Malgré ce déluge de feu, les hommes atteignent les environs dominant la ferme. À 11h45, l'assaut commence. Après plusieurs heures de combat acharné, la position tombe finalement à 16h. 20 soldats allemands sont capturés. Le 15 décembre au matin, une contre-attaque motorisée d'environ 50 hommes se lance contre la ferme. Les défenseurs américains retiennent leur feu jusqu'à ce que l'ennemi ne soit plus qu'à 70 mètres. Puis soudain, toutes les armes ouvrent le feu. Pris à découvert, les assaillants sont fauchés. Une trentaine d'entre eux sont tués, plusieurs autres blessés et un transport de troupes est détruit. Pendant 5 jours, du 14 au 19 décembre, la ferme subit un bombardement presque ininterrompu. Les bâtiments de 3 étages sont progressivement réduits à un amas de ruines. Malgré les effondrements et les ensevelissements répétés, les hommes tiennent leur position et sécurisent le flanc de leur division. De son côté, la 100e Infantry Division américaine est chargée d'ouvrir la route de Bitch. Pour réaliser cette mission, il est nécessaire de réduire la casemate de Freudenberg et le puissant ouvrage d'artillerie du Chisek. Le général Witherspoon, commandant la division, estime que ces ouvrages sont faiblement tenus. La 398e régiment d'infanterie reçoit l'ordre d'attaquer avec l'instruction de stopper l'assaut à la moindre résistance sérieuse. 14 décembre 1944. Aux premières lueurs du jour, les hommes du 1er bataillon sortent des bois, pensant l'ennemi sonner. Ils s'engagent à découvert sur une pente douce, sans aucune protection. Très rapidement, l'hypothèse d'une chute rapide de la casemate du Freudenberg vole en éclats avec la riposte allemande. Mitrailleuses, mortiers et artillerie lourdes croisent leurs tirs, balayant le terrain et clouant les fantassins au sol. Malgré ce déluge de feu, les GI refusent de reculer. Dans la boue et l'acier, ils progressent mètre après mètre. Ils coupent les barbelés à la main, neutralisent les nids de mitrailleuses au prix de pertes effroyables et atteignent enfin les murs du Freudenberg. Des tirs directs dans les embrasures forcent les Allemands à se terrer à l'étage inférieur. Le Freudenberg finit par se taire, mais le répit est de courte durée. À quelques centaines de mètres, le Chisek prend le relais, intensifiant ses tirs pour protéger son voisin. Les soldats du 1er bataillon escaladent la casemate et tentent désespérément de faire sauter les accès avec des charges de dynamite. Les portes d'acier et les murs de béton, entrelacés de poutres de fer, ne sont qu'égratignés. Les charges explosent, le noir de fumée macule les parois, mais la forteresse demeure intacte.
Bien que temporairement neutralisés par les hommes du 1er bataillon qui maintiennent un feu continu dans ces étroites meurtrières, le tir nourri, dirigé par les trois unités allemandes, contraint les hommes à abandonner leur prise et à se replier. Face à cette résistance inouïe, les Américains changent de tactique. L'artillerie entre en action, des obusiers de 105, 203 et même de 240 mm pilonnent les positions pendant des heures. Pendant 2 jours, la terre tremble. Des tonnes d'explosifs percutent le Schisseck et le Freudenberg, mais le résultat est décevant. Les obus rebondissent ou s'écrasent sans percer la cuirasse. Le 16 décembre, le commandement américain décide d'utiliser la force aérienne. 54 chasseurs-bombardiers P-47 Thunderbolt surgissent au-dessus des cimes des Vosges du Nord. Leur mission ? Pulvériser le Schisseck. 27 tonnes de bombes de 225 kg sont larguées en quelques vagues successives. Sous l'impact, la terre tremble, mais le Schisseck refuse de tomber. Dès que le vrombissement des moteurs de l'aviation américaine s'éloigne, les tourelles du Schisseck recommencent à cracher leur feu. Pendant que l'aviation pilonne les blocs de combat, les fantassins de la 100e division d'infanterie rampent vers l'entrée des munitions de l'ouvrage. En début d'après-midi, une détonation colossale déchire l'air, les grilles extérieures sont dynamitées, les défenseurs allemands, acculés, se replient en hâte derrière la seconde porte blindée, s'enfermant dans les profondeurs de l'ouvrage. Ce retrait est une erreur. En abandonnant le sas d'entrée, ils perdent le contrôle de points vitaux, les conduits d'échappement, des groupes électrogènes et la prise d'air générale. À l'intérieur, l'atmosphère devient suffocante, l'air se raréfie, l'obscurité menace. Pourtant, le Schisseck ne se rend pas. Il tire de toutes ses armes, mais dans les soutes à munitions, les casiers se vident. Chaque obus est désormais compté et sert à protéger la casemate de Freudenberg, alors que l'étau américain se referme inexorablement sur lui. 17 décembre. Avec l'appui massif du 375e bataillon d'artillerie de campagne, le 3e bataillon avance à nouveau. Le paysage est méconnaissable, le sol a été labouré par les bombes. Les cratères laissés par les raids aériens de la veille deviennent les seuls abris pour les fantassins qui s'y réfugient entre 2 rafales. Le danger vient de partout. À gauche, la compagnie L est prise pour cible par le bloc numéro 2 du Schisseck. Les hommes progressent, flanc à flanc, avec les sapeurs du 325e génie qui transportent des montagnes de dynamite. Leur objectif, le poste du Freudenberg qui a recommencé à faucher les rangs américains. À droite, la compagnie I s'élance vers le bloc numéro 10. Ils subissent le feu des canons de 88 mm postés à Bitche. Au cœur du champ de bataille, des hommes accomplissent des miracles. Les infirmiers, cibles vulnérables avec leur casque à croix rouge, se faufilent entre les impacts pour arracher les blessés à la boue. À leur côté, des agents de liaison et les opérateurs radio courent sous la mitraille. Ils raccordent les câbles de communication sans cesse sectionnés par les éclats, car sans liaison, le bataillon est sourd et aveugle. Mais les acteurs les plus exposés sont les pionniers et les ingénieurs du génie. Courbés sous le poids écrasant des charges de TNT, ils luttent contre le terrain pilonné pour atteindre le pied même des blocs de combat. Tous n'atteindront pas le béton. Pour ceux qui survivent, il ne reste qu'une obsession, placer l'explosif et faire taire enfin ces colosses de pierre qui dévorent leurs camarades. Peu à peu, les blocs sont atteints. La grande porte d'acier du bloc 11 vole en éclats lorsqu'une sacoche d'explosifs fut déclenchée par une roquette de bazooka. Les portes ont fini par céder, les Américains s'engouffrent dans la gueule du monstre. Mais au-delà des murs de béton, c'est un autre enfer qui les attend. À l'intérieur, l'obscurité est totale. Sans électricité, sans ventilation, l'air devient un poison. Les galeries sont saturées d'une fumée noire et grasse, mélange de poudre brûlée et de gaz s'échappant des groupes électrogènes agonisants. Les Américains installent des positions défensives de fortune au milieu des décombres, verrouillant les accès aux profondes galeries pour repousser les contre-attaques allemandes qui surgissent du noir au cours de la nuit. Le 18 décembre, le Schisseck n'est plus qu'une île de béton encerclée. Au petit matin, derrière le mur de poussière soulevé par leur propre artillerie, les hommes du 398e s'élancent pour une seconde journée d'enfer. Face à eux, le Schisseck semble avoir conservé ses forces. Les tourelles à éclipse, surgissant du sol, crachent leurs obus de 75 et de 135 mm. Pour briser ce verrou, les Américains tentent alors l'impossible. Dans l'obscurité de la nuit, ils ont hissé jusqu'aux premières lignes
leurs canons lourds, Long Tom. Pour la première fois, ces pièces de 155 mm ne tirent plus vers le ciel, mais à l'horizontale. À chaque impact, les murs de plusieurs mètres d'épaisseur vibrent jusqu'aux fondations. Bloc après bloc, le génie poursuit son œuvre de destruction. Les ouvertures sont scellées à l'explosif. Les entrées enterrées sous des tonnes de remblais. Les combats durent encore 72 heures jusqu'à la neutralisation totale du Shisek. Se rendant compte que le Shisek devient indéfendable et un piège, le commandement allemand ordonne l'évacuation. Dans un dernier geste de défi, la garnison sabote les optiques, brise et culasse des canons et dynamite les machines. Par l'issue de secours dissimulée dans les bois, les survivants s'éclipsent dans l'obscurité. Au matin, les Américains ne retrouvent qu'un colosse de béton vide et dévasté. La bataille du Shisek est terminée. Le 19 décembre, les Allemands tentent un dernier assaut sur la casemate du Freudenberg. Depuis les créneaux qu'ils attaquaient la veille, les Américains observent. Tapis dans l'ombre du béton, ils attendent. Ils laissent les silhouettes grises approcher à découvert sur la colline dévastée. À 100 mètres seulement, le silence est rompu par le claquement sec des mitrailleuses. Sous le feu de leur propre fortification, les assaillants ne peuvent que brandir les lambeaux de tissu blanc pour implorer la fin du massacre. La victoire est amère, elle laisse sur ses pentes 17 morts et 124 blessés. Mais les efforts américains ont payé, les hauteurs sont tenues, la route de Bitche est enfin dégagée, la ligne Maginot est certes prise par les Américains, mais au prix d'efforts considérables, prouvant sa grande valeur face à un assaut en règle. Après les combats acharnés du mois de décembre 1944, la ligne Maginot devient un abri pour les troupes américaines, encore sous la menace de l'artillerie allemande. Elle devient aussi un poste de commandement ou de base logistique pour les opérations menées en direction de la frontière. Au cours de l'hiver, les habitants du pays de Bitche y trouvent refuge. Après la destruction de leurs habitations pendant les combats de la libération, l'abri de la Fromule devient le symbole de cet espoir souterrain. Près de 200 hommes, femmes et enfants s'y entassent. On y partage la nourriture, on y soigne les malades, on y attend la fin de la guerre. À la fin du mois de décembre 1944, alors que l'offensive allemande dans les Ardennes oblige le général Patton à réorganiser ses forces, la 7e armée américaine est chargée de tenir le front dans le pays de Bitche, avec des effectifs réduits. La Century Division fixe ses positions au Shisek, sans pouvoir toutefois assurer la tenue de la position en cas de contre-attaque allemande. Il devient nécessaire de saboter la fortification afin d'éviter qu'elle ne redevienne allemande. L'utilisation d'un nombre considérable d'explosifs rend inutilisable l'antre de l'ouvrage, mais les deux entrées massives restent debout et serviront au nécessaire comme dernier rempart. 30 décembre, le premier peloton de la compagnie E, 399e régiment d'infanterie, s'installe dans les vestiges du béton. Leur mission, former un barrage routier pour interdire l'accès à toute force venant de Bitche. Le sergent Sims et sa 3e escouade occupent l'entrée du personnel. Bien que les épais murs de béton armés servent de protection, les créneaux de tir français sont trop étroits pour les bazookas américains, ne laissant aux JAS d'autre choix qu'une sortie pour protéger la route. Les patrouilles allemandes, invisibles, parcourent les dessus du Shisek et constituent un danger permanent pour les troupes américaines isolées. Soudain dehors, la neige cesse de tomber, le ciel se dégage, laissant place à une lune glaciale qui illumine le paysage d'une clarté spectrale. Pour les hommes du 399e régiment d'infanterie, la beauté du paysage hivernal est davantage une menace. La visibilité offerte par la lune est désormais parfaite pour une attaque allemande. William Bill Schmidt, l'un des défenseurs, se souvient de cet instant précis. Je m'étais installé pour faire une sieste quand j'ai été réveillé par une explosion peu avant minuit. La défense jetait des grenades par la porte du niveau inférieur. Le sergent Sims a vu que la cloche était inoccupée et m'y a envoyé. J'avais encore mon lance-grenade sur mon fusil quand 3 hommes sont arrivés en courant. J'ai tiré. L'un a été touché et a fui. Un autre est tombé, mort. Le 3e a disparu. Bud m'a rejoint. Je suis redescendu. Le 3e homme a fait exploser une grenade près de Bud. Je suis remonté et nous sommes restés ensemble l'heure suivante.
L'artillerie américaine commença à envoyer des salves tout autour du bloc entrée, ce qui dispersa les Allemands pour la nuit. De l'autre côté de la route, le sergent Sam Herrera et sa première escouade occupaient l'entrée des munitions et avaient creusé un trou d'homme près de la route afin de couvrir l'accès. Le sergent raconte son ressenti. Le 31 décembre après-midi, nous avons entendu le départ d'un mortier ennemi. Le premier obus est tombé à 20 mètres, le deuxième à 10, le troisième à 5. Heureusement, il n'y a pas eu de quatrième. Vers minuit, j'ai entendu ce qui ressemblait à un canon de fusil frottant sur des barbelés. Une file d'Allemands montait la colline vers notre bunker. Nous avons prévenu le commande-poste. J'avais un bar qui était resté dans la neige et le froid. Quand j'ai pressé la détente, la culasse a glissé très lentement. Nous avons utilisé nos M1 qui fonctionnaient bien. Quand l'un d'entre nous a voulu attraper un sac de munitions, il a pris celui des colis de Noël par erreur et nous avons éparpillé des barres chocolatées Clark Bars sur le sol du trou d'homme. L'artillerie américaine finit par stopper l'attaque. L'escouade d'Herrera reçut l'ordre de se replier vers la garnison. Bill Schmidt raconte comment ils sont devenus prisonniers. Le lendemain, 1er janvier, nous avons vu quelques soldats allemands se retrancher pour nous capturer. Le bunker pouvait être approché par la direction d'où venaient les 3 Allemands et être neutralisé. Nous avons discuté et choisi de nous rendre tant qu'il faisait encore jour. Nous nous sommes rendus vers 16h. Ils sont allés dans notre bunker vide et ont fait sauter des charges. Ils nous ont fait porter leurs camarades morts jusqu'à un poste de commandement à 100 mètres, puis nous ont fait marcher vers la ville à la nuit tombée. Appuyés par une artillerie précise, ces 2 simples escouades d'infanterie accomplissent l'impossible. Elles transforment les ruines du fort en un verrou infranchissable, retardant l'avance allemande de 17 heures. 17 heures cruciales qui permettent au front allié de se réorganiser. Pour la première fois, la mission originelle de la ligne Maginot est accomplie. Stopper net l'avancée allemande. Ce même jour, face au risque d'encerclement, la 399e abandonne les positions de la casemate et de la ferme du Freudenberg. Le destin du Simserov est plus amer. Dans le chaos du repli stratégique, les Américains sont contraints d'abandonner cette puissante forteresse. Aussitôt, les troupes allemandes réinvestissent les galeries qu'elles occupaient. Quelques semaines plus tôt, cette passe d'armes entre Américains et Allemands souligne l'importance de ces forteresses. Celui qui tient le béton tient le Pays de Bitche. À quelques kilomètres de là, le secteur d'Arun devient lui aussi un point d'appui stratégique pour les Alliés. Les 2 et 3 janvier 1945, les soldats du 255e régiment d'infanterie se barricadent dans les positions de la ligne Maginot. Face aux assauts répétés de la Wehrmacht, les casemates françaises offrent une protection providentielle. Sous le feu des obus et dans le froid polaire, le régiment brise les offensives allemandes. Au cours du mois de janvier 1945, les positions de la ferme et de la casemate de Freudenberg deviennent un no man's land dangereux, où Américains et Allemands lancent des attaques. Le 2 février 1945, une attaque coordonnée par les Américains est lancée pour reprendre la ferme et la casemate. La compagnie I, dirigée par le sergent Ross Spenilla et le lieutenant Fabien Hitchcock, avait pour mission de prendre la ferme. Bien qu'ils aient mémorisé les lieux, l'obscurité totale rend la tâche impossible. Les soldats se heurtaient impuissants les uns aux autres dans le noir et tombaient dans les cratères d'obus remplis d'eau. Des fusées éclairantes éclatent, les mitrailleuses font des dégâts dans les rangs américains. La compagnie I doit engager le repli en accusant de lourdes pertes. 15 mars 1945, les Alliés lancent l'opération Underton, espérant repousser définitivement les forces allemandes hors de France. Au cœur de cette immense manœuvre, le 15e corps américain s'avance dans le secteur de Zweibrücken-Bitsch-Rierswiller. La Century Division est chargée de reconquérir définitivement le Freudenberg et le Schissek. Connaissant parfaitement le secteur, il s'attaque à des forteresses fortement endommagées, mais âprement défendues par des soldats allemands déterminés, qui ont transformé les abords des ouvrages. De nouveaux retranchements ont été creusés à la hâte et des milliers de mines, les redoutables Schumann, indétectables, ont été semées dans les intervalles entre les blocs, rendant une progression très complexe. La reconquête ne sera pas une simple formalité.
Il s'agit d'une lutte contre un ennemi qui, acculé, n'a plus rien à perdre. Pour mener à bien ce second acte, le commandement de la 100e division tire les leçons de l'attaque du mois de décembre 1944. Cette fois-ci, la division n'utilisera pas les assauts fragmentés, emploiera les 3 régiments d'infanterie, le 397e, 398e et 399e, en même temps. La surprise doit être de mise, obligeant à se passer des traditionnels tirs de barrage annonçant l'offensive. Pour soutenir cette offensive d'envergure, chaque régiment dispose de ses propres chiens de garde, chars Sherman, chasseurs de chars M10 et les redoutables mortiers chimiques de 4,2 pouces. Grâce à un travail de renseignement acharné et aux aveux de prisonniers capturés lors de patrouilles nocturnes, les Américains connaissent l'emplacement de la plupart des nids de mitrailleuses et des champs de mines semés par l'armée allemande. Dès les premiers instants de l'offensive, le sol se dérobe sous le feu allemand. Le Private First Class Andrews se souvient. On venait de sortir des bois et on était à découvert quand tout a commencé. On n'avait pas encore été vus, puis tout à coup des roquettes ont commencé à pleuvoir autour de nous. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous en entendions. On a plongé dans une tranchée, serré les uns contre les autres pendant des heures, alors que mortiers et fusillades s'abattaient tout autour. Plusieurs hommes furent touchés. Arthur Silva, de la compagnie F, rapporte également son expérience. On courait à travers ces 300 mètres de terrain ouverts vers Freudenberg. Et tout d'un coup, j'ai entendu ce bruit. Comme une abeille dans mon oreille. C'était un tireur embusqué qui m'avait envoyé une balle. J'ai sprinté, sans jamais regarder en arrière. Dans ce chaos, la manœuvre du 398e régiment d'infanterie est un modèle d'efficacité. Le 1er bataillon, avec une audace tactique remarquable, contourne les points de résistance et s'empare des hauteurs stratégiques au nord et à l'est du Chisek. L'ouvrage est désormais isolé, coupé de ses arrières. Pendant ce temps, le 2e bataillon engage un corps à corps brutal. Toute la journée, les Allemands s'accrochent aux ruines des fortifications, mais la pression américaine est irrésistible. Le Freudenberg est repris. Le Chisek, ce colosse qui avait tant coûté en décembre, capitule une seconde fois. Le verrou est définitivement brisé. Le calcul stratégique de décembre porte enfin ses fruits. Lorsque les Allemands tentent de se retrancher dans les entrailles du Chisek, ils ne trouvent qu'une ruine de béton et d'acier. Les démolitions méthodiques opérées par les ingénieurs américains 3 mois plus tôt ont rendu l'ouvrage inutilisable. Privée de sa carapace, la garnison allemande est forcée de combattre à découvert, là où la puissance de feu américaine est absolue. Pendant ce temps, le 397e régiment d'infanterie réalise une percée décisive. Dans un élan irrésistible, les fantassins s'enfoncent profondément dans les lignes ennemies, atteignant les zones arrières. Là, ils fondent sur les positions de mortiers et les batteries de roquettes qui soutenaient la défense allemande. C'est l'effondrement systémique. Sans l'appui de ces armes lourdes, la ligne de défense allemande disparaît. L'état-major de la Century Division ne s'y trompe pas. Par cette action audacieuse, toute la zone fortifiée tombe comme un fruit mûr. Le verrou de Beach n'est plus qu'un souvenir. 16 mars 1945, 6h du matin. La division reprend sa marche en avant. Elle pénètre dans Beach, cette ville symbole, restée si longtemps hors d'atteinte. Les derniers défenseurs sont balayés, les rues sécurisées. Pendant que la ville respire à nouveau, le 1er bataillon du 398e achève le travail de nettoyage sur les hauteurs. Les casemates de Ramstein, Petite Otterville et Grande Otterville tombent, les unes après les autres. Les Allemands n'ont même pas tenté d'utiliser la ligne Maginot, lui préférant les tranchées et les trous d'hommes avant d'être submergés par l'offensive américaine. Après le succès de l'opération Underton, la ligne Maginot est définitivement libérée de l'occupation et de la menace allemande dans le pays de Beach. Celle qui fut autrefois le symbole de l'invincibilité et de la défaite française, puis le refuge de l'occupant, est désormais un champ de ruines réduit au silence, témoin de la fureur des combats.
Au printemps 1945, le bruit et la fureur de la guerre se sont tus. La population panse ses plaies alors que la paix, encore fragile, semble enfin s'installer. La ligne Maginot a traversé le conflit subissant les combats de juin 1940 ou encore de la Libération. Son destin en 1945 est plus qu'incertain dans une Europe en quête d'une paix durable, mais rapidement menacée par les ambitions soviétiques et américaines. Dès 1947, alors que la guerre froide instaure un climat de tension, la ligne Maginot est réactivée. Ces plaies de la Seconde Guerre mondiale sont pansées. Le 37e bataillon d'ouvrage est constitué à Bitche pour entretenir et maintenir en état de défense les ouvrages de la ligne. Une dernière fois, les stratèges imaginent ces blocs de combat faisant face à l'armée soviétique. Sous les forêts, les géants veillent à nouveau. Dernier réflexe d'un monde ancien. Mais le visage de la guerre a changé. Une arme nouvelle redéfinit la manière de penser et de faire la guerre, la bombe atomique. Face à une arme capable de réduire à néant une ville en quelques secondes, aucune fortification n'est réellement efficace. À partir des années 1960, les militaires abandonnent la ligne Maginot, qui devient une relique de la Seconde Guerre mondiale. Le silence gagne les entrailles des ouvrages avant que le colonel du génie Philippe Trutmann ne vienne sauver ce patrimoine militaire, permettant de préserver de la main des ferrailleurs quelques éléments remarquables de cette fameuse mais tant décriée ligne Maginot. Le temps aurait pu effacer ces traces de l'histoire. Mais, dans le pays de Bitche, grâce à la volonté de passionnés, d'associations et de collectivités, ces lieux de combat deviennent des espaces de mémoire. On n'y guette plus l'ennemi, on y raconte l'histoire. On y éclaire les choix, les espoirs et les erreurs d'un siècle tourmenté. Aujourd'hui, la ligne Maginot ne monte plus la garde, elle rappelle, elle transmet. Dans le silence des galeries, ce ne sont plus les échos de la guerre qu'on entend, mais ceux du souvenir. On raconte la mémoire de leurs défenseurs, de leurs combattants, comme un appel à préserver une paix encore si fragile.